Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On commence la revue de presse du football ivoirien. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va commencer par la Ligue des champions féminine. Autant pour moi, la SEC Mimosa s'est inclinée en finale de Ligue des champions face à l'AS une équipe marocaine, 2 buts à 1. Ce qui est important, c'est au-delà du résultat. Les Mimos dames ont montré du caractère et du talent dans cette compétition. Elles ont gagné en expérience et on sait tous que les prochaines échéances seront meilleures. Donc on dit félicitations aux joueuses, au staff et à la SEC Mimosa qui nous ont fait rêver. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir notre équipe féminine, le football féminin évoluer à une vitesse exponentielle dans le football en fait. Voilà, donc on dit félicitations à la SEC qui a mis tous les moyens pour permettre à ce que son équipe soit redoutable. On espère que la prochaine fois, ça va être la bonne. On a aussi une polémique au niveau du coach de Manchester United, Ruben Amorim. Il parle sur le départ de Mbouimo et Amad Diallo, Menacer Mazraoui pour la CAN. Ils disent qu'ils doivent normalement partir 2 semaines avant le début de la CAN. Donc la CAN, c'est le 21, 2 semaines. Ça veut dire idéalement le 6 décembre, les joueurs, le coach doit faire sa liste et les joueurs doivent venir en sélection. Mais ils sont en train de négocier pour les conserver plus longtemps. Je ne sais pas ce qui se passe avec ces clubs. Chacun parle pour ses intérêts. Donc, j'espère que l'équipe de Côte d'Ivoire, la fédération ivoirienne aussi va parler pour ses intérêts aussi parce que c'est pas normal. Il faut qu'on se prépare bien. On voit tous les joueurs qui arrivent. Parce qu'à la fin de la préparation, on voit ce que ça donne. Ça va pas donner grand chose du côté du Cameroun. Donc, on espère que ça va pas donner. Ça va pas arriver avec notre équipe ivoirienne. Hier aussi, on a Franck Kessié, notre capitaine, qui a joué et ils ont gagné 2-1 contre Al Qadisiyah. Il a inscrit le but victorieux de Al Ali en seconde période lorsque même Al Ali évoluait à 10. Voilà, donc le capitaine a débloqué son compteur en championnat et il a été désigné même homme du match. On lui dit félicitations et il continue comme ça en fait parce que faut garder le rythme, faut être fort physiquement et tactiquement. Voilà. J'avais fait une vidéo sur Franck Kessié où j'analysais, ça c'est l'ancienne vidéo, si vous regardez vous allez voir que on pensait que le niveau de Franck Kessié allait changer lorsqu'il arrivait en Arabie Saoudite, mais il évolue dans un autre registre et il est en train de se performer. Donc ça fait comme si il est devenu bon. On espère que tu vas vraiment nous aider durant la CAN dans croise les doigts et des félicitations. Et bon, on t'attend pour la CAN. On va terminer avec le FC San Pedro. Il y a un scandale. Vous voyez celui qui est là, c'est comment il s'appelle, le Rougeau. On l'appelle Rougeau. Ceux qui suivent la sélection U20, vous allez le connaître, c'est le Rougeau. Et il s'appelle Bamba Kudus, latéral 3. U20, capitaine des U20, qui a un contrat jusqu'en 2026 avec le FC San Pedro. S'entraîne seul maintenant, hors du groupe. Il n'a plus accès au centre. Et depuis qu'il a refusé de prolonger son contrat au FC San Pedro. Voilà. Bon, ça c'est quelle situation ça là. Même s'il a refusé de prolonger son contrat, c'est votre problème. Faites tout pour le vendre hors du pays, vous allez ramasser de l'argent, mais les KT, c'est pas bon. Moi, je pense que c'est l'une des plus mauvaises manières de gérer un joueur, une pépite de cette envergure. Donc on espère qu'ils vont trouver un terrain d'entente et puis aussi on espère que Bamba aussi va aller en Europe pour faire valoir son talent. Voilà. Donc, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. On attend les matchs de nos pros et on va faire les vidéos. Donc, en tout cas, on a parlé du scandale de FC San Pedro, on a parlé du match parfait de Franck Kessié, on a parlé de Ruben Amorim sur ces joueurs africains et aussi la Ligue des champions féminine. Donc, on se dit à très bientôt pour un autre journal des éléphants. Salut à tous, 21 novembre 2025, 21 décembre 2025. Les amis, on est à un mois de la CAN, un mois jour pour jour de la CAN au Maroc. Je sais pas vous, mais moi, je sens pas encore l'atmosphère de la grande compétition. Normalement, à cette époque de l'année, on devrait déjà sentir les effluves de la place Jama El Fna, là, de Marrakech. On devrait déjà être un peu dans l'euphorie, etc., et sentir la tension monter. Pour moi, c'est vraiment pas encore le cas. Après, bon, moi, je suis coutumier du fait. Hein, lors de la dernière CAN, je suis rentré dans ma compétition le jour du match contre la Guinée-Bissau. Dites-nous donc si vous sentez la tension monter. Mais de toute façon, les choses vont s'accélérer. Hein. On sort à peine de nos 2 matchs contre l'Arabie Saoudite et contre Oman.
que déjà on va réentendre parler de la liste de Faé pour le rassemblement contre la RDC, rassemblement qui aura donc lieu dans le sud de l'Espagne. Ça va vraiment être un très bon match, un très bon test avant la compétition. La RDC est vraiment une équipe montante en ce moment et ils vont vouloir se racheter de leur élimination de la Coupe du Monde. Donc ça va être un bon test pour notre collectif qui en aura bien besoin parce qu'il a été très 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 décevant, moi je trouve, au cours de ces deux matchs amicaux. Je m'attendais à beaucoup mieux de la part de Faye. Je pensais vraiment qu'il y aurait davantage de liens dans le jeu. Alors c'est vrai que ce sont deux matchs amicaux qui sont durs à interpréter, notamment celui contre l'Arabie Saoudite, un match amical qui se déroule sous un déluge, qui est interrompu pendant 20 bonnes minutes, etc. C'est sûr que c'est très très très. Ce sont des circonstances qui sont très particulières, donc c'est difficile d'inspirer des conséquences. Mais globalement, le collectif a été décevant. Vraiment, le schéma directeur, notamment au plan offensif, a manqué totalement de lien, totalement de cohérence. On a vu notamment un parfait Gagon qui semblait totalement perdu au poste de 10. Il a eu très très peu d'impact sur le jeu de l'équipe, alors que c'est vraiment la disposition dans laquelle Faé tient absolument à évoluer au cours des derniers mois. Vraiment, ça a été décevant à ce niveau-là. On a vu des ailiers complètement esselés également. Mais déjà, à l'heure qui était complètement esselé à la tête de l'attaque, avec très très peu de ballons exploitables, et des ailiers donc qui étaient donc sur leur côté à essayer de faire la différence tout seul, de manière parcimonieuse et totalement inefficace, ou globalement inefficace, malgré leur talent. Non, vraiment la cohérence collective a été une déception. Mais moi, ma plus grosse déception dans ce match, ça a vraiment été donc l'utilisation qu'on a eue d'Amad Diallo. Il faut qu'on comprenne que Amad Diallo n'est pas un ailier droit. Amad Diallo a beaucoup trop de talent, a un jeu qui est beaucoup trop varié pour être cantonné au seul rôle d'ailier droit, c'est-à-dire un joueur qui va déborder et qui va centrer de temps en temps. Selon moi, Amad Diallo est un meneur de jeu excentré côté droit, à la façon de Bernardo Silva. Il faut absolument que Faye trouve la formule pour l'utiliser davantage en fait de manière davantage diversifiée. Il peut bien sûr prendre le couloir, mais il peut également rentrer à l'intérieur du jeu. Il faut absolument qu'il soit plus influent dans l'élaboration de nos offensives. Donc, il parte de plus loin plutôt que de d'attendre la balle sur le côté droit de l'attaque. Il faut qu'il parte de plus loin, un peu comme il fait à Manchester United. Je pense que Amad Diallo la meilleure manière d'utiliser Amad Diallo, c'est lorsqu'il a un joueur devant lui. Il a été parfait avec Pépé, moi je trouve. C'est vraiment là qu'il s'épanouit le plus. S'il doit en fait, il faut utiliser justement les matchs amicaux pour lui permettre de développer des automatismes dans ce registre-là. Faut pas oublier que Amad Diallo était longtemps absent de l'équipe nationale et vraiment son entente notamment avec Pépé par exemple, moi je la trouve prometteuse et c'est dommage que dans ce match-là en fait il n'ait pas pu être reconduit dans les mêmes dispositions, pas nécessairement avec Pépé, mais il y a d'autres joueurs qui peuvent combiner avec lui. Et en tout cas, je pense que c'est vraiment une piste à travailler. Alors c'est sûr on est très proche de la Coupe d'Afrique et que c'est plus simple de balancer les joueurs en 4-3-3 et d'attendre d'Amad Diallo qui se débrouille tout seul sur son côté droit. Mais en plus déjà donc du fait que les latéraux doivent davantage participer et vraiment dans ce match-là contre l'Arabie Saoudite, j'ai vraiment trouvé insuffisant l'occupation justement des couloirs les combinaisons avec les permutations avec les latéraux, notamment côté droit, parce que côté gauche, Konan a fait un très bon match, mais même lui, je trouve qu'il a insuffisamment combiné avec Yann Diomandé. Mais vraiment, le pire, ça a vraiment été côté droit. Guela a été très 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 insuffisant en première mi-temps dans ce domaine, et même Zohri, malgré ses bonnes intentions, malgré son activité, etc. Je trouve que ça n'a pas assez combiné avec Amad Diallo. Encore une fois, il faut que l'utilisation d'un Diallo soit plus optimale que ça. On doit pouvoir tirer davantage de choses de ce fabuleux joueur et en faire donc notre leader technique. Il faut lui donner les clés. Mais pour ça, il faut justement que le dispositif tactique soit adapté au fait qu'il non seulement qu'il prenne son couloir, mais également qu'il puisse rentrer à l'intérieur et participer donc au jeu. Donc c'était un peu ça par rapport donc au match contre l'Arabie Saoudite notamment et à ces deux matchs amicaux.
Mais clairement, par contre, ce sont deux matchs amicaux qui ont eu le mérite de permettre en fait l'avènement de nos deux phénomènes hein, que sont Yann Diomandé et Oulay. Vraiment, ce sont deux véritables phénomènes et c'est un moment très rare dans la vie d'une sélection. C'est très rare que des joueurs aussi jeunes se révèlent aussi subitement. Euh, Oulay jouait à Bastia donc en D2 française la saison dernière, hein, c'est-à-dire il y a encore quelques mois de ça, et personne ne l'attendait à ce niveau. Il y a encore, même au mois de septembre, on ne pensait pas à lui pour le rassemblement. C'est très rare que dans une sélection majeure, parce que la Côte d'Ivoire est une sélection majeure en Afrique, c'est très très rare que des joueurs aussi jeunes, on parle de joueurs de 18 ans, non seulement arrivent du jour au lendemain, sans qu'on ne s'y attende, sans qu'ils aient un historique en club, etc., au préalable, que des joueurs aussi jeunes déjà arrivent à faire l'unanimité dans la liste de 23. Mais là encore pire, ils arrivent en fait à défoncer la porte et à s'imposer comme titulaire. Et c'est le cas aujourd'hui. Un joueur comme Yann Demandé, ça ne souffre absolument aucune discussion aujourd'hui. Yann Demandé est un titulaire en puissance en sélection ivoirienne. Je rappelle que au mois de juin dernier, je pense que c'était au mois de mai ou de juin dernier, la Côte d'Ivoire, donc la sélection U23 ivoirienne jouait contre les Pays-Bas. Et Yann Diomandé n'était même pas titulaire en U23. Et en quelques semaines, il arrive à Leipzig, il explose tout en Bundesliga et il fracasse la porte d'entrée de la sélection. Donc c'était déjà un exploit de pouvoir prétendre à la liste des 23, mais il atomise littéralement la concurrence et aujourd'hui il s'impose comme titulaire en puissance devant un joueur comme Adengra qui était pourtant devenu un cadre de l'équipe nationale. Alors c'est vrai que les circonstances sont particulières aussi s'agissant d'Adengra puisque il est en un manque de temps de jeu dans son club, mais il y a d'autres joueurs, mais dont la concurrence a été littéralement grillée par Yann Diomandé et d'autres joueurs, et non des moindres, hein, par exemple Evan Guessant, qui joue en première ligue. Aujourd'hui, en aucune manière, Evan Guessant peut prétendre à une place de titulaire devant Yann Diomandé. Je parlerais même de Benny Traoré qui a un historique à l'équipe nationale, etc. Et c'est injuste, même c'est même un peu injuste pour lui qui n'ait pas été sélectionné là. Mais devant Yann Diomandé, la question ne se pose même pas. Et encore une fois, c'est très très rare. Le Brésil avait Pelé en 78, un jeune donc de 17-18 ans. Il faut vraiment les cas de jeunes de cet âge-là qui arrivent à s'imposer comme titulaire alors que personne ne les y attend. C'est-à-dire que il y a encore 3 mois, Yann Diomandé n'existait pas. Il avait fait quelques bons matchs avec les Ganes et c'est tout. En quelques semaines, non seulement il parvient à éclabousser la Bundesliga de son talent, mais en plus de ça, à quelques semaines de la CAN, il fait une entrée fracassante dans le 11 titulaire de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui est championne en titre championne d'Afrique en titre. Et vraiment, quand on regarde dans l'histoire des sélections, on a donc un joueur comme Pelé. Ça me fait penser à un joueur comme Owen en Angleterre. Donc c'était à la fin des années 90, début 2000. Un joueur comme Owen, oui, qui parvient donc en quelques semaines à occuper une place de titulaire. Et même Owen était déjà un titulaire en club un an avant, un an avant l'Euro. Et vraiment, il était annoncé comme un phénomène pour l'équipe nationale. Donc plusieurs mois avant. Euh, des joueurs par exemple comme Trezeguet et Thierry Henry en 98 font leur entrée en équipe nationale. Donc déjà, ils étaient très jeunes, hein, ils avaient à peu près le même âge que Yann Diomandé. Je pense même qu'ils avaient un an de plus, notamment pour Trezeguet. Je crois qu'il avait 19 ans. Mais ils font leur entrée, mais pas comme titulaires. Les titulaires, ce sont les Guivarch et compagnie au poste d'avant-centre. Et Dugarry, par exemple, au poste d'ailier gauche. Encore une fois, en équipe nationale, un Yann Diomandé, non seulement arrive dans la liste des 23, mais il s'impose encore une fois comme titulaire. Et c'est la même chose pour Oulay. Alors même si c'est sûr que au poste enfin dans les postes du milieu de terrain, c'est plus délicat parce que le milieu de terrain demande davantage d'expérience, et il y a moins il y a moins de possibilités d'erreur, etc. Donc on a besoin de joueurs expérimentés. Donc je pense que par exemple Kessié et Sangaré sont clairement les deux joueurs titulaires de la base du triangle du milieu.
Et moi, je suis totalement d'accord avec Faya à ce niveau-là. Un joueur comme Sangaré est très important dans notre équipe. Il donne une assise défensive essentielle, hein, pour remplacer Seri. On ne remplace pas Seri comme ça. C'est un poste qui demande, le poste de 6 notamment, demande beaucoup d'expérience et de solidité. Je pense que le jeune Oula, il va y arriver sans aucun problème. C'est notre nouveau Seri, mais il est encore un peu léger pour occuper ce poste-là à la CAN en équipe nationale. Mais par contre, dans une position plus avancée dans le triangle du milieu. Personnellement, je pense qu'on a trouvé notre titulaire. Lorsqu'il fait sa rentrée, je pense que c'est autour de la 55e minute contre l'Arabie Saoudite. On voit tout de suite la différence dans le lien qu'il apporte en fait au jeu. C'est vraiment lui qui a, alors que encore une fois, je dis, Parfait Gagon est en perdition totale du fait la densité que, euh, que le coach Renard avait apporté dans l'entrejeu. Lui, il arrive en fait sur le terrain, dans un terrain qui était détrempé, hein, donc qui était difficile en fait où il était difficile en fait de poser le jeu, etc. Il parvient en fait à éclaircir le jeu ivoirien beaucoup plus efficacement que l'a fait Parfait Gagon. Encore une fois, je dis je le répète, on parle d'un jeune de 18 ans qui vient tout juste d'arriver, mais il a une classe folle. Ce serait tout aussi fou de se passer de ce talent. Je pense qu'il faut le bombarder au poste de 10, enfin en tout cas de milieu relayeur avancé dès à présent. Alors c'est vrai que ce n'est pas le même genre de joueur que Parfait Gagon ou Ahmed Junior Traoré, dont c'était pourtant vraiment le dispositif clair. Hein. Ahmed Junior est capable de jouer à la fois comme 10 et comme deuxième attaquant à côté de Haller. Ça aurait été le joueur parfait pour le système de Faye. Donc je rappelle que Faye a opté pour un milieu de terrain qui évolue avec une base défensive de deux joueurs, Kessié et Sangaré. Sangaré étant le 6 attitré, mais étant épaulé donc dans cet âge défensif par Kessié, et avec une pointe donc du triangle qui aurait été occupée par Ahmed Junior Traoré, là qui est pour l'instant l'est par Faye Gagon ou Seko Fofana. Bon bah ce poste-là en fait, il faut le donner au jeune Oulay. Oulay avec sa capacité à porter le ballon, à faire remonter le bloc juste en fait en portant le ballon et en orientant le jeu, il va être il va être un complément parfait pour Kessié et Sangaré, et également donc comment un pourvoyeur de ballon idéal pour Haller. Il saura également combiner côté droit avec Amad Diallo. Je pense qu'on a là vraiment notre Pirlo. Et en attendant qu'il ait suffisamment d'expérience pour évoluer au poste de sentinelle devant la défense, je pense que pour cette CAN, on tient vraiment notre 10. Donc, on a là vraiment deux joueurs générationnels, c'est-à-dire des joueurs en fait qui vraiment qu'on ne voit qu'une fois tous les 10 ans dans une sélection. Généralement, on n'en voit qu'un seul. Et ben là, nous, on en a deux qui sortent de nulle part à peine un mois de la compétition. C'est une véritable bénédiction, honnêtement, personne ne s'y attendait. Et ce sont deux joueurs dont on ne peut se passer aujourd'hui, très clairement, malgré le vivier que nous avons et les talents dont dispose la Côte d'Ivoire. Honnêtement, ces deux joueurs-là font absolument l'unanimité et très clairement, on ne peut pas s'en passer. Un troisième joueur est selon moi de cette acabit, et je ne comprends pas comment on a pu prétextant un problème administratif, se priver de ce joueur-là pour ces deux matchs pourtant très importants pour pouvoir parfaire les automatismes. C'est Bazoumana Touré. Un joueur comme Bazoumana Touré est peut-être un tout petit peu moins talentueux que Yann Diomandé et Oulay. Et encore, vraiment, je demande à voir parce que c'est un joueur qui est très complet. Il est à la fois capable de jouer milieu de terrain et attaquant, à la fois capable de jouer en milieu quasiment relayeur et comme ailier. Il le démontre tous les jours à Offenheim. En 2 ans, en à peine 2 ans, il a fait taire tous les doutes dans un championnat aussi exigeant que la Bundesliga. Il est capable à la fois de poser le jeu et de s'imposer athlétiquement, etc. Un joueur comme ça est très important pour notre équipe. Il sera dans les 23. Mais comment se fait-il qu'on se soit passé pour ces deux matchs-là de ce joueur-là, alors que c'est un tout nouveau joueur de notre sélection et il a besoin de développer des automatismes avec ses coéquipiers. Et pour des raisons administratives, alors va vraiment falloir qu'on nous explique en quoi consistent ces problèmes administratifs récurrents, parce que on se souvient que pour le tournoi au Canada,
Amad Diallo n'a pas pu participer à la compétition pour des raisons administratives. Certainement non, pour une question de visa qui n'a pas été demandé à temps, etc. Ce ce genre d'amateurisme, ce genre de couac administratif n'est plus possible au regard des ambitions que nous avons. Ce n'est plus compatible en fait avec les ambitions d'une sélection telle que celle de la Côte d'Ivoire. Donc, si il y a un problème de compétence à la FIFA, il va falloir régler ce problème en fait en écartant les personnes responsables. Mais vraiment, ce genre de couac ne peut plus se reproduire. On ne peut plus se permettre d'avoir en fait des sélections aléatoires comme ça qui reviennent régulièrement. Un joueur comme Bazoumana Touré aurait dû pouvoir participer à ce rassemblement pour pouvoir nous montrer en fait l'étendue de son talent et développer donc ses automatismes avec ses coéquipiers. Ce n'est que partie remise. Il sera certainement là donc pour le rassemblement en Espagne. Et donc ensuite donc pour la Coupe d'Afrique. Alors je cite des joueurs. C'est clair que même si la CAN la liste de la CAN ne sera pas de 23 mais plus sûrement de 27, il reste il n'en demeure pas moins que les places vont être très 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 chères. Un joueur comme Crasso par exemple mériterait de faire partie du groupe, mais absolument rien ne dit qu'il pourra être sélectionné parce que il y a beaucoup de joueurs à son poste. Un joueur comme Bayo Bakun, par exemple, démontre qu'il est une alternative tout à fait satisfaisante à Haller. C'est un joueur qui est non seulement capable de jouer en pivot, mais également d'avoir une bonne mobilité au poste d'avant-centre. Donc, que ce soit Bayo Bakun, on n'a même pas pu voir Richard Koné, mais bien d'autres joueurs enfin postulent en fait à la liste des 23, ils sont tout à fait légitimes. Donc vraiment, la tâche va être rude pour Payet, mais c'est pas tout d'avoir un vivier énorme et d'avoir énormément de possibilités, d'individualité. Il faut en faire un collectif. Et vraiment, je dois avouer que moi j'étais très déçu par Payet dans ce rassemblement. Je m'attends à beaucoup mieux au niveau collectif face notamment donc à la RDC, puis ensuite donc bien sûr à la CAN. Donc on surveille tout ça et on s'en reparle bientôt avec la Côte d'Ivoire.